part, j'ai aussi envie de dire. Les deux. Et oui, ça va laisser des traces très durables. D'abord, regardez l'état du monde, regardez ces images qui ont tourné dans le monde entier hier et qui ont été récupérées immédiatement par les autocrates, comme la Chine, qui a comparé cette invasion du Capitole à l'invasion du Parlement à Hong Kong par des pro-démocratie. Regardez le fait que le secrétaire général de l'OTAN a réagi, que l'on a senti parmi les alliés démocrates des États-Unis, démocrates au sens ami de la démocratie et non du parti, on sent une vraie peur. Si ça arrive aux États-Unis, ça peut arriver partout. Les États-Unis ont perdu tout prestige, tout ce qu'on appelait le fameux soft power, la capacité d'influence, de faire rêver, et même une bonne partie de leur sécurité. Je pense aux attaques cybernétiques dont ils ont été l'objet, qui n'intéressent pas Donald Trump. Il ne s'en est pas occupé, ni de la pandémie. Donc c'est un pays très affaibli. Je vous entendais, Nicole Bacharan, évoquer les craintes de Donald Trump envers de possibles poursuites. Est-ce que vous pensez qu'elles auront lieu, ces poursuites, qu'elles seront engagées, et que ce serait dans l'intérêt politique aussi des démocrates de le faire ? Écoutez, il y a deux éléments. Le premier, c'est qu'il va y avoir des enquêtes plurielles sur ce qui s'est passé hier au Capitole. Qui a organisé ? Est-ce qu'il y a eu des complicités ? Pourquoi la police n'a pas été plus présente, plus nombreuse ? Pourquoi Donald Trump n'a-t-il pas lui-même appelé les renforts ? Car c'était lui qui appelait à l'insurrection, mais c'était lui aussi qui devait appeler les renforts. Donc il va y avoir une répartition des faits et des responsabilités. Mais politiquement, il n'y a aucun doute, Donald Trump est responsable. Et il peut tout à fait faire l'objet de poursuites. Maintenant, est-ce que le ministère de la Justice, qui devrait être détenu par Merrick Garland, à la fois un juriste chevronné mais un homme très modéré, va considérer avec Joe Biden que c'est dans l'intérêt du pays de poursuivre Donald Trump sur ses faits politiques, je n'en suis pas sûre. Merci beaucoup Nicole Bacharan, historienne, politologue spécialiste des États-Unis. Vous nous parliez de Merrick Garland à l'instant. C'était aussi le juge que Barack Obama voulait nommer à la Cour suprême avant d'être bloqué par le Sénat, alors aux mains des Républicains. C'était peu avant la présidentielle de 2016. France Info, toujours en édition spéciale. Donald Trump le reconnaît, son mandat est fini, mais cela ne veut pas dire, nous disait notre invité à l'instant, Nicole Bacharan, qu'il reconnaît sa défaite puisqu'il continue de penser et de dire que l'élection lui a été volée et que les faits lui donnent raison. L'info avec vous, Laurent Doulsan. Bonjour Laurent. Bonjour Camille, bonjour à tous. Donald Trump reprend la parole après l'épisode du Capitole, envahi dans la violence hier soir par ses partisans. Twitter et les autres grands réseaux sociaux ayant suspendu ses comptes, c'est par le biais du compte de son porte-parole que le président sortant publie ce matin une nouvelle vidéo. Bonjour Claude Guibal. Bonjour. De la rédaction internationale de France Info. Alors, quel est le message délivré ce matin par Donald Trump ? Un message assez simple. Donald Trump, dans ce communiqué qui a donc été publié par le porte-parole de la Maison-Blanche, Dan Scavino, Donald Trump écrit « Même si je suis en total désaccord avec le résultat de l'élection et les faits me donnent raison », écrit le président américain, il y aura néanmoins une transition ordonnée le 20 janvier. Voilà ce qu'écrit donc Donald Trump dans cette vidéo qui a été donc publiée, comme je vous le disais, sur le compte Twitter du porte-parole de la Maison-Blanche. Et si cette vidéo a été publiée par le porte-parole, c'est parce que le compte Twitter du président américain est bloqué pour plusieurs heures par le réseau social. Merci Claude. Les membres du Congrès américain ont pu reprendre leur travail. Ils ont terminé dans la nuit leurs opérations de certification de la victoire de Joe Biden à la présidentielle, qui est donc officiellement maintenant le prochain locataire de la Maison-Blanche. Après ces incidents gravissimes, Washington est toujours soumise au couvre-feu imposé par la maire de la capitale fédérale au plus fort des événements. Le bilan de l'intrusion des Trumpistes dans le bâtiment est encore incertain. Au moins un manifestant, une femme, a été tué par balle par la police. Des dirigeants du monde entier condamnent ce qui s'est passé à Washington et dénoncent l'attitude de Donald Trump qu'ils jugent largement responsable de ces événements. Condamnation du Britannique Boris Johnson, du Canadien Justin Trudeau, du gouvernement allemand ou encore en France d'Emmanuel Macron. Ce qui est arrivé à Washington, déclare le chef de l'État, n'est pas américain.
Jean Castex détaillera ce soir à 18h la stratégie du gouvernement face à l'épidémie de coronavirus. Objectif, donner de la visibilité aux Français et aux secteurs économiques les plus impactés. Tenter aussi de faire taire les critiques sur les lenteurs de la vaccination. Certaines décisions sont déjà connues. Pas de réouverture des restaurants à partir du 20 janvier et pas non plus de réouverture immédiate des remontées mécaniques dans les stations de ski. Le secrétaire d'État au tourisme l'a annoncé dès hier soir. Valérie Pécresse, invitée ce matin de France Info, estime que Jean Castex devrait se faire vacciner devant les caméras. C'est son devoir, ajoute la présidente de la région Île-de-France. Le Premier ministre a en tout cas prévu de s'exprimer aussi longuement ce soir sur ce sujet, vaccination. C'était Laurent Doulsan, 11h03 sur France Info, actualité américaine évidemment, actualité française aussi bien sûr. On va le suivre en direct sur France Info, conférence de presse de Jean Castex. Ce soir, 18h, le Premier ministre doit notamment donner des précisions sur la campagne de vaccination. On attend aussi des annonces sur les départements qui pourraient, et c'est du conditionnel, à leur tour basculer sous un couvre-feu dès 18h. À l'heure actuelle, 15 départements concernés, mais la carte peut évoluer, dit le porte-parole du gouvernement. D'accord, mais sous quels critères, Anne-Laure Danier ? Pour faire basculer un département du couvre-feu à 20h, qui concerne tout le pays, à un couvre-feu à 18h, le gouvernement s'appuie sur 2 données. D'abord, le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de personnes testées positives, que ce soit par test PCR ou par test antigénique, rapporté à la population générale. Le point critique, c'est quand ce taux atteint ou dépasse 200 pour 100 000 habitants, c'est-à-dire 2% de la population. Ensuite, les autorités sanitaires regardent attentivement le taux d'incidence chez les plus de 65 ans. Ce sont les plus vulnérables, puisque 9 personnes sur 10 qui meurent du Covid ont plus de 65 ans. Là encore, le seuil critique est fixé à 200 tests positifs sur 100 000. Alors d'après ces 2 critères, plusieurs départements sont susceptibles de passer à un couvre-feu à 18h. Par exemple, la Côte d'Or, l'Allier ou le Haut-Rhin. Une décision qui reste très politique puisque le gouvernement consulte les élus locaux avant de trancher. Anne-Laure Danier, vous êtes notre spécialiste santé. Bonjour professeur Gilles Pialou. Bonjour. Chef du service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Tenon à Paris. Merci d'être avec nous sur France Info. Au vu de la situation épidémique, à votre avis, avec ce qu'Anne-Laure Danier vient de nous dire, faudrait-il renforcer le nombre de départements sous couvre-feu anticipé ? Est-ce que ce serait ça une solution ? Est-ce que vous me permettez un mot avec le sujet précédent ? Parce que on est très perturbés, nous, par ce qui se passe aux États-Unis comme tout le monde, mais on l'est doublement. Parce que l'Amérique continue à être laminée par le Covid et qu'il y a une collusion des populismes. Et on voit beaucoup d'affiches dans les manifestants où il y a, en français, pas de confinement, pas de marxisme, pas de masque, pas de vaccin. Et cette collusion nous inquiète beaucoup. Je sais que c'est pas votre question, mais pour répondre à votre question, c'est un déni de l'épidémie qui vous inquiète ? Un sentiment partagé ? Et puis c'est un cumul des violences aux États-Unis avec 362 000 morts, plus cette violence, et puis c'est probablement pas le meilleur moment compte tenu de la circulation du virus, qu'il y a des mouvements de foule, etc. Non, enfin, je veux dire, c'est politiquement, les 2 sujets se rencontrent, quoi. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Il y a pas, c'est pas 2 sujets différents, c'est 2 sujets où il y a une collusion, effectivement, d'une dérive populiste qui empêche le progrès, et ça touche aussi la lutte contre le Covid. Il y a un essor des complotismes qui mettent à mal, qui rend plus difficile la lutte contre la pandémie. Exactement. Et quelles sont vos armes à vous en tant que scientifique pour lutter contre ça ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qui doit être fait d'ailleurs plus largement, politique, scientifique ? Dans 50 minutes, je dois faire un diaporama à toute l'assistance publique, parce que je suis à l'assistance publique de Paris, sur comment effectivement s'en sortir avec les fake news, comment les décrypter, en tout cas que sur le sujet vaccin, donc c'est déjà beaucoup. J'en étais à 120 diapos, évidemment je vais me réduire parce que le sujet est tellement vaste, donc c'est compliqué, il faut être pédagogique, didactique. Comme vous l'avez dit dans votre sujet, je pense que les images tutélaires, c'est-à-dire de montrer qu'il y a des gens, que ça soit des politiques, des people, des médecins, moi je suis déjà vacciné donc c'est fini, montre et tracte, si je puis dire, et tire le reste de la population et emmène au-delà des 40% qui sont convaincus de se faire vacciner. Il y a un connaît donner l'exemple. Et donner l'exemple, exactement. Bon, mais on a ça à gérer, pour répondre vraiment à votre question, on a ça à gérer avec effectivement 2 autres événements qui sont arrivés depuis le plan de vaccination de la Haute Autorité de Santé, dont on n'est pas tout à fait satisfait. C'est effectivement l'arrivée des variants, d'une part, et puis une circulation du virus qui est quand même importante, qui s'est arrêtée à un niveau très important en plateau et qui effectivement reprend en région. Et effectivement, il est possible
possible d'avoir des confinements au minimum régionaux, et peut-être aussi par population. C'est quelque chose que je dis depuis le début, mais probablement que si on a des informations sur une circulation plus active dans certaines tranches d'âge, peut-être qu'on peut prévoir que s'il y a des grosses circulations du virus, comme on l'a vu en septembre chez les jeunes, il faudra soit refermer certains établissements scolaires, soit mélanger, c'est-à-dire que des établissements scolaires ne soient pas fermés partout, mais fermés dans certaines régions où il y a une circulation importante dans cette population-là. Professeur Pialou, vous nous dites des confinements différenciés seraient possibles. Est-ce qu'il faut les faire alors pour vous ? Moi, j'essaye de défendre que quand il y a une mesure, on attend l'effet de la mesure avant de la prendre la suivante, sinon les Français y comprennent encore moins. Donc là, on est dans une période où on attend les effets à la fois de la période de Noël et du jour de l'an, bien sûr, mais aussi de ce qui a été décidé, c'est-à-dire cette réduction du couvre-feu à 18h dans certaines régions. La logique voudrait qu'on attende quand même l'efficacité de cette mesure. Voilà, mais bon, c'est pas moi qui suis décideur. Donc ça nous emmènerait mon avis d'infectiologue. Comment ? Ça nous emmènerait à quelle date, ça nous emmène à quelle échéance ? Troisième semaine de janvier. Je vous entendais dire, professeur, aussi, nous ne sommes pas tout à fait satisfaits de cette stratégie de vaccination. Le gouvernement veut accélérer sur cette campagne. Est-ce qu'il a raison de changer de braquet ? Est-ce qu'il faut encore changer certaines choses ? Écoutez, la Haute Autorité de Santé qui porte bien son nom et qui a guidé la politique gouvernementale a rendu le 27 novembre un avis, un calendrier qui avait deux particularités. La première, c'est de ne pas être daté, c'est-à-dire que tout d'un coup les dates s'accélèrent. Donc nous on a fait à Thonon et dans les autres hôpitaux, on a fait entre lundi et mardi ce qu'on devait faire pendant tout le mois de janvier, c'est-à-dire mettre en place une vaccination du personnel de plus de 50 ans ou qui a des comorbidités, alors qu'on avait prévu il était prévu de faire ça beaucoup plus tard. Donc revoir le calendrier, et puis je pense que la HAS doit revoir le plan vaccinal au regard justement de ces données, c'est-à-dire une circulation importante du virus. On n'est pas du tout à 5000 cas comme le souhaitait le président de la République, mais plutôt vers 30 000. Et on n'est pas du tout dans une situation avec une circulation du virus qu'on maîtrise, puisqu'on a en plus ces deux variants, notamment le variant britannique, qui posent effectivement des sujets d'inquiétude majeurs, comme l'a souligné Jean-François Delfris hier. Merci beaucoup, professeur Gilles Pialou, chef du service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Thonon à Paris. Donald Trump admet que son mandat est fini. Il promet une transition ordonnée avec son successeur Joe Biden, qui sera investi le 20 janvier. Le président américain sortant s'exprime ce matin par le biais de son porte-parole après la suspension de ses comptes sur Twitter, Facebook ou encore Instagram, qui ont pris cette décision après les graves incidents d'hier soir au Capitole. Le calme est revenu à Washington, mais la capitale fédérale est maintenue sous couvre-feu. Les forces de l'ordre ont fini par évacuer le bâtiment envahi par des partisans de Trump, venus contester la validation de la victoire de Joe Biden. Le bilan est lourd ce matin, au moins une personne, une manifestante, a été tuée par balle par la police dans le Capitole. Dans la nuit, les membres du Congrès ont pu reprendre leurs travaux et finalement certifier la victoire de Biden. Et partout dans le monde, le choc est immense après cette attaque contre la démocratie américaine. De Boris Johnson à Angela Merkel, en passant par Emmanuel Macron, la plupart des dirigeants condamnent cette intrusion et pointent la responsabilité personnelle de Donald Trump. En France, le rendez-vous important ce soir, c'est l'intervention de Jean Castex à 18h pour détailler la stratégie du gouvernement contre l'épidémie de coronavirus. France Info. Bonjour Guy Tessier. Député LR des Bouches-du-Rhône, vous êtes aussi président du groupe d'amitié France-États-Unis à l'Assemblée. Merci d'être avec nous sur France Info. Donald Trump promet donc une transition ordonnée le 20 janvier avec Joe Biden. Joe Biden, dont la victoire a été certifiée par le Congrès américain cette nuit. C'est un soulagement pour vous, cette déclaration de Donald Trump ? Bien sûr, parce que je déplorais le spectacle lamentable de la démocratie bafouée. Je pense que Donald Trump s'est obstiné dans un déni, entraînant ses supporters dans une forme de sédition qui était insupportable pour un pays qui quand même est un pays remarquable parce qu'il a été pendant si longtemps une espèce de pays patchwork, il l'est toujours, et avec des millions de gens qui arrivaient de tous les continents, de tous les horizons. Tout ça est arrivé à faire une nation et à faire une démocratie
que l'on m'a envié pendant longtemps. Et donc voir ce spectacle, cette dégradation, pour une grande nation comme les États-Unis, c'était quelque chose d'insupportable. Oui, mais Donald Trump, il continue à dire qu'il est en total désaccord avec le résultat de l'élection et il dit « les faits me donnent raison ». Oui, non, mais ça, il peut nier les faits, mais je trouve que son entêtement finit par devenir pathétique et quasi insupportable. Je veux dire, bon, il y a un moment où il faut se rendre à l'évidence, et nous sommes, je suis bien placé puisque je suis élu et ce depuis bien longtemps, pour savoir accepter sa défaite.